Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Scout en Bourse. On va aujourd'hui parler du PEA, donc un point important pour les investisseurs français. Si vous regardez le webinaire en live, comme chaque mercredi soir, vous aurez la possibilité de poser vos questions en live et à la fin du webinaire. Si vous regardez la rediffusion sur YouTube, vous pourrez poser vos questions soit en commentaire de la vidéo, soit directement sur notre forum Scout en Bourse. Alors, merci à tous d'être venus vous connecter ce soir. Donc, je rappelle, Scout en Bourse, le cœur de Scout en Bourse, c'est d'apprendre à maîtriser la bourse déjà, à maîtriser tout ce qui est tenant à l'investissement en bourse, avec toujours un accent sur l'investissement socialement responsable. Alors, on va parler aujourd'hui du PEA, donc le plan épargne action. Donc, en bref, le PEA, vous le savez, c'est un type de compte qui vous permet de bénéficier d'allègements fiscaux sur les bénéfices que vous allez réaliser sur vos investissements en bourse. Voilà. Donc, on va le voir, on va le découvrir ensemble. Il y a plusieurs types de PEA. On va d'abord commencer par le PEA de base, celui que tout le monde connaît, et on va voir après les particularités qu'il y a et les caractéristiques des autres types de PEA. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est autorisé d'ouvrir qu'un seul PEA par personne. Donc, si vous avez un compte avec Fortunéo et un compte avec Bourse Direct, par exemple, et un autre compte avec Boursorama, vous n'aurez le droit d'avoir qu'un seul compte PEA. Les autres seront des comptes titres ordinaires. Vous ne pourrez pas avoir plusieurs PEA. Vous n'avez pas le droit de cumuler plusieurs PEA. Donc, un PEA par personne et 2 PEA maximum par foyer fiscal. Donc ça, c'est important de le préciser, notamment si vous avez des enfants adultes qui vivent encore chez vous, des jeunes adultes. Si vous avez déjà un PEA et que votre femme a déjà un PEA, vous n'allez pas pouvoir, enfin votre fils qui a par exemple 18 ans ne pourra pas ouvrir un troisième PEA puisque c'est limité à 2 PEA par foyer fiscal. On verra qu'il y a quand même une possibilité qui s'offre aux jeunes, mais la règle est quand même la suivante. Alors, chose importante, le PEA a un plafond, un montant maximum investissable, c'est 150 000 €. C'est un plafond qui est relativement large, qui permet normalement à 85-90% des investisseurs d'avoir l'ensemble de ces investissements couverts par le PEA. Et le PEA donc classique, il est cumulable avec le PEA PME, on en parlera juste après. Donc il y a un plafond, sachez que c'est important de le savoir parce que si vous ne respectez pas ce plafond, ce que je vous le souhaite à la limite quelque part, mais si vous ne respectez pas ce plafond, votre PEA est invalidé. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un PEA? On peut mettre évidemment des actions, des certificats, des parts de SARL, des OPCVM, des SICAV et des ETF, pour peu que ces ETF soient éligibles au PEA. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une action, qu'un certificat, qu'un fonds d'investissement ou qu'un ETF soit éligible au PEA? Eh bien, en fait, la règle, elle est très simple. Il faut que ce soit des valeurs européennes dont le siège social est en Europe, dans l'espace économique européen. Donc, concrètement, vous ne pouvez pas mettre des actions américaines, même si les actions Facebook, Amazon, Apple sont très attrayantes pour les dividendes qu'ils versent et les bénéfices qu'ils réalisent et les performances de marché qu'ils réalisent. On ne peut pas mettre ces actions-là dans son PEA. C'est seulement les valeurs européennes qu'il est possible de mettre dans le PEA. Attention donc au Brexit, parce qu'il y avait un certain nombre d'actions anglaises qui étaient éligibles au PEA, donc on pouvait les intégrer dans son PEA. Avec le Brexit, ça change, donc ça c'est important de le savoir. Les actions BP, Barclays et autres ne sont plus éligibles au PEA. Quand vous investissez dans une action, c'est très simple, c'est les valeurs européennes seulement. Si vous investissez dans un fonds d'investissement,
Alors, c'est un petit peu plus flexible. Il faut que ce soit 75% de titres européens. Donc, ça vous offre la possibilité, si vous voulez, d'avoir des actions. C'est la seule exception, quelque part, qui permet d'avoir des actions américaines, par exemple, dans son PEA. C'est quand on investit dans un fonds d'investissement, dans un SICAV, dans un OPCVM ou même dans un ETF. À partir du moment où il est 75% investi dans des titres européens, les 25% qui restent peuvent être investis dans des titres étrangers. Donc, c'est la seule condition dans laquelle on peut avoir une petite exposition dans son PEA sur des marchés américains. Bien sûr, la condition, c'est aussi d'être majeur. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, il faut être majeur et il faut être domicilié fiscalement en France. Donc, moi, comme je le disais en début de webinaire, moi, je suis expatrié depuis 7 ans en Bulgarie. Je n'ai donc pas le droit de bénéficier d'un PEA. Ça, c'est les bases. Alors, quels sont les avantages fiscaux qu'on obtient avec le PEA? Parce qu'il s'agit bien d'avantages fiscaux. Alors, normalement, quand vous investissez en bourse, vous allez payer 30% d'imposition sur vos plus-values. Les 30% que vous allez payer se décomposent de la façon suivante. C'est 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur les plus-values. Quand vous investissez à travers votre PEA, vous allez quand même payer les prélèvements sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas passer à côté quelque part. Par contre, vous allez pouvoir être exonéré des impôts sur les plus-values. Donc, vous allez économiser ces 12,8% à condition que vous gardiez votre PEA ouvert et actif pendant 5 ans. Alors, avant, c'était 8 ans. Ça a été réduit à 5 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre plan épargne-action, donc votre PEA, doit rester ouvert, doit rester investi. Non, pas forcément investi, justement, il doit rester ouvert, mais vous ne pouvez pas faire de retrait total ou partiel. C'est-à-dire que, imaginons aujourd'hui, vous ouvrez un PEA, vous mettez dans ce PEA, par exemple, 5 000 euros, d'accord? Et pendant les 5 ans qui vont suivre l'ouverture du PEA, vous pourrez continuer à faire des dépôts si vous le souhaitez. Vous pourrez remettre 1 000 euros par trimestre ou 1 000 euros par an, ou comme vous voulez. Vous pourrez continuer à faire des versements sur le PEA. Par contre, vous ne pourrez pas faire de retrait sur le PEA. Si vous retirez de l'argent de ce PEA, ça clôture le plan. Et si vous faites un retrait avant les 5 ans, eh ben, vous perdez l'avantage fiscal qui est lié au PEA. Par contre, dans le PEA, vous pouvez acheter des actions, vendre des actions pendant ces 5 ans, faire des transactions. Il faut voir le PEA comme une enveloppe. Si vous voulez, vous pouvez même faire du trading intraday à l'intérieur du PEA, c'est-à-dire acheter une action le matin, la vendre le soir. C'est tout à fait possible. La seule chose, c'est que dans cette enveloppe PEA, vous pouvez mettre de l'argent, mais vous ne pouvez pas retirer. Vous ne pouvez pas retirer du cash. Vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais mettre de mon PEA, je vais mettre 1 000 euros de mon PEA sur mon compte courant. Si vous faites ça avant les 5 ans, fermeture du plan et perte de l'avantage fiscal. Donc, voilà. Il y a quand même quelques exceptions. Vous avez le droit de faire un retrait partiel avant les 5 ans en cas de reprise ou de création d'entreprise, en cas de licenciement, d'invalidité ou de retraite anticipée. Et vous pouvez retirer du PEA les titres de société qui sont en liquidation. Par contre, voilà, vous serez soumis à l'imposition, vous n'aurez pas d'avantages fiscaux sur ces retraits d'actions. Les dividendes, pareil, ça c'est important de le préciser, ne doivent pas dépasser 10% du montant investi, sinon ils sont soumis à l'imposition. Voilà. Donc là, vous avez les avantages fiscaux du PEA. Après, il y a des contraintes.
La contrainte, c'est de laisser ces… Alors, moi, ce qu'on conseille en général aux gens, même s'ils sont un peu indécis sur leur volonté d'investir en bourse, c'est que même si vous ne savez pas vraiment quelle action vous allez acheter, même si vous êtes indécis, si vous ne savez pas quel ETF acheter ou autre, le plus tôt vous ouvrez votre PEA, le plus tôt vous faites un premier versement sur votre PEA, au plus tôt vous commencez à cumuler la durée de 5 ans. Donc, c'est-à-dire que même si voilà, vous dites, je vais peut-être investir dans 6 mois, 1 an, je ne sais pas vraiment trop dans quoi, parce qu'aujourd'hui, le marché est incertain, je ne suis pas trop sûr de ce dans quoi je veux investir. Je vous conseille de mettre quand même, d'ouvrir le PA, de faire un versement initial, et à compter du versement initial, à compter de l'ouverture du PA, vous gagnez du temps. C'est-à-dire que vos 6 mois, 1 an de réflexion, ce n'est pas du temps perdu, parce que ça vous permettra de commencer cette période de 5 ans. Voilà. Ça, c'est ce qu'on recommande en général. Même pareil, si vous avez des enfants, on verra qu'il y a un PEA adapté aux jeunes. Mais si vous avez des enfants, même s'ils ne veulent pas forcément investir tout de suite en bourse, qu'ils ouvrent un PEA, au moins c'est fait. Et tout le temps qui passe, c'est du temps gagné sur ces 5 ans. Alors, les opérations qui entraînent la clôture du PEA, alors c'est important de bien les connaître. Alors évidemment, comme je le disais, tout retrait avant les 5 ans, en dehors des exceptions, entraîne la fermeture du PEA. Le non-respect d'une des conditions du fonctionnement, par exemple, le dépassement du plafond, si vous déplacez les 150 000 €, fermeture automatique du PEA. Si vous mettez dans votre PEA des actions américaines qui ne sont pas éligibles au PEA, fermeture automatique du PEA. Bien sûr, malheureusement, le décès du titulaire entraîne la clôture du PEA. Et si vous faites un retrait après les 5 ans, à la fin des 5 ans, si vous faites un retrait de la totalité des sommes qui ont été versées sur le PEA, ça entraîne également la clôture du PEA. Note importante pour ceux qui sont des investisseurs plus actifs, qui font ce qu'on appelle de la VAD, de la vente à découvert, par le biais de différents produits financiers ou qui utilisent le SRD, c'est-à-dire le service de règlement différé, qui va lui-même permettre soit d'investir avec de l'effet de levier, soit de jouer à la baisse. Ça, ce n'est pas autorisé dans un PEA. Donc, faites bien attention. Toutes les pratiques ne sont pas autorisées dans le PEA. L'idée du PEA, c'est de permettre aux investisseurs français de pouvoir investir dans des entreprises européennes. Alors, si on remonte quelques années avant, c'était dans des entreprises françaises seulement. Avec l'Europe, ça s'est ouvert à toutes les actions européennes. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux gens de pouvoir investir dans les actions européennes sur du long terme, de se constituer un capital tout en ayant un allègement fiscal, puisque le but, c'est d'inciter les gens à investir en bourse pour, par exemple, préparer leur retraite. Ça peut être un exemple. On en parlera dans un webinaire dédié, la bourse pour préparer sa retraite. Donc, l'idée, c'est pas de faire de la vente à découvert ou du trading actif à levier ou autre. L'idée, c'est d'investir sur du long terme, entre guillemets, en bon père de famille. Voilà, c'est ça l'objectif du PEA. Et c'est pour ça qu'il a été créé par les autorités françaises. Alors, voici les opérations qui ne clôturent pas un PEA. Donc, l'achat et la vente de valeur dans le PEA. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez acheter des actions, vendre des actions, acheter des ETF, vendre des ETF, acheter des SICAV, vendre des SICAV. À partir du moment où ça reste dans le PEA, où il n'y a pas de sortie de cash du compte PEA, toutes les opérations sont autorisées. Vous pouvez bien évidemment prendre vos bénéfices sur une action dans la période de 5 ans. Il y a beaucoup de gens qui croient que parce que c'est 5 ans, ils sont obligés d'acheter une action et de garder cette action 5 ans. Non, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez garder cette action 6 mois, 1 an. Il n'y a pas de limite de détention d'une action ou d'un ETF ou d'un fonds d'investissement. Vous pouvez garder… voilà, il n'y a aucune restriction sur les durées de détention des positions. Vous pouvez donc faire ce qu'on appelle un rebalancement de votre portefeuille. C'est ce qui est recommandé en général, d'avoir soit sur une base trimestrielle si vous êtes plutôt actif, sur une base annuelle si vous êtes
plutôt passif, de rebalancer votre portefeuille, donc de retirer les actions qui ont peut-être déjà surperformé. Enfin, après, chacun a sa méthode de gestion de son portefeuille, mais vous pouvez tout à fait donc gérer votre portefeuille tout à fait normalement. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Donc, en cas de décès, alors c'est malheureux, mais bon, je suis obligé quand même de le préciser, le PEA est clôturé automatiquement et il est exonéré d'impôts. Donc, même si le PEA n'a été ouvert que pendant 2 ans, l'exonération d'impôt sur le revenu reste quand même valide, quelle que soit la durée de détention du PEA. Les 5 ans ne s'appliquent pas dans ce triste scénario. Alors, on va passer sur un autre type de PEA qui est beaucoup moins connu. Donc, c'est le PEA PME. Donc, en fait, il est cumulable avec le PEA classique. Donc, le PEA classique, le plafond, on l'avait vu, c'est 150 000 euros. Là, le plafond, c'est 75 000 euros. Donc, ce qui porte le cumul du PEA et du PEA PME à 225 000 euros. Donc, une fois que votre PEA est rempli, ce que je vous souhaite de tout mon cœur, vous avez le droit à 75 000 euros supplémentaires qui sont exonérés dans le PEA PME. Et le PEA PME, il fonctionne un petit peu différemment. Donc, pour être éligible à ce PEA PME, l'entreprise dans laquelle vous allez investir par le biais d'une action doit remplir un certain nombre de conditions. Donc, encore une fois, avoir son siège dans l'un des pays de l'espace économique européen, ça c'est de toute façon obligatoire dans tous les cas pour le PEA. Cette entreprise, donc ça c'est une condition supplémentaire, elle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, elle ne doit pas être exonérée d'impôt ou elle doit être vraiment soumise à l'impôt. Elle doit employer moins de 5000 salariés, donc on est vraiment dans le cadre des PME. Et avoir un chiffre d'affaires annuel qui ne dépasse pas 1,5 milliard d'euros ou un bilan total qui n'excède pas 2 milliards d'euros. Ça ne peut pas être des sociétés d'investissement immobilier la société doit avoir moins de 1 milliard de capitalisation boursière. Voilà. Donc, si toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez intégrer l'action de cette société dans votre PEA PME. Donc, si vous avez l'intention d'investir dans ce type de société, il est tout à fait recommandé de tout de suite les mettre dans son PEA PME pour ne pas augmenter le plafond du PEA classique. Voilà. Alors, les critères sur le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, le bilan total s'apprécient une fois par an à partir… voilà, donc si jamais effectivement l'entreprise se développe et recrute de plus en plus d'employés ou un chiffre d'affaires croissant ou une capitalisation boursière croissante, une fois par an, à partir des données du dernier exercice comptable, on va prendre en compte les données du dernier exercice comptable. Donc attention, voilà, faut quand même suivre. Je ne sais pas si les courtiers vont vous avertir ou pas, mais voilà, faut bien suivre quand même l'évolution de la société, parce que si elle passe de PME à grosse entreprise, à ce moment-là, vous ne pourrez plus la garder dans votre PEA PME. Si la société dans laquelle vous investissez, c'est une holding, donc en fait l'éligibilité dans le PEA PME va fonctionner en agrégeant toutes les informations des sociétés dans lesquelles ils ont des participations. Donc, imaginons une holding qui détient 20 startups. Je prends un exemple. On va faire le total des employés de ces 20 sociétés pour voir si ça ne dépasse pas les 5000 employés. Idem pour la capitalisation, idem pour le chiffre d'affaires et tous les autres critères. Alors, ensuite… Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un PEA PME ? Des actions cotées, bien sûr. Donc, cotées à la bourse ou non. Elles ne sont pas forcément obligées d'être cotées. Ça peut être des actions non cotées. On va pouvoir mettre pareil des certificats, des parts de SARL, des SICAV, des fonds communs de placement, des obligations convertibles
et des titres émis par des placements. Et ça, c'est très important de le préciser. C'est un peu innovant. Vous savez, toutes les plateformes de crowdfunding, si vous avez investi en crowdfunding, ce qu'on appelle le financement participatif en français, et que vous avez reçu des titres qui ont été émis par ces plateformes de financement participatif, vous pouvez les mettre dans votre PEA-PME. Et les conditions fiscales sont les mêmes que le PEA classique, donc une exonération des 12,8% d'impôt sur le revenu, mais on doit quand même payer les cotisations sociales. Alors, ça c'est intéressant parce que je vous précisais en tout début de webinaire que le PEA, il y en a un par personne, 2 maximum par foyer. Cependant, il y a un PEA jeune qui a été créé tout récemment, ça a quelques années quand même, mais voilà, pour les jeunes qui ont de 18 à 25 ans et qui sont encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents, dès 18 ans, ils peuvent ouvrir un PEA jeune. Le montant maximum, là par contre, du coup, c'est 20 000 €, mais je pense que pour un jeune qui commence dans la vie active, c'est largement suffisant. Et là, c'est vraiment recommandé, le PEA jeune, de l'ouvrir dès qu'on a 18 ans, car le plan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, commence dès le premier versement. Donc, si vous voulez gagner sur les 5 ans, du temps sur les 5 ans, même si vous avez 18 ans, que vous n'avez pas encore de salaire et que vous n'avez pas encore d'argent vraiment à investir en bourse, vous ouvrez votre PEA jeune, dès que vous avez 18 ans, vous mettez 50 € dessus, 100 € dessus, peu importe, dès le premier versement, et vous commencez votre période de 5 ans. Et le PEA jeune se transforme donc automatiquement en PEA classique une fois que vous avez révolu vos 25 ans, et vous pourrez bénéficier, c'est ça qui est vraiment intéressant, de l'ancienneté du PEA jeune pour votre PEA classique et donc bénéficier des avantages fiscaux. Donc, c'est vraiment une version du PEA qui a été conçue pour ceux qui vivent encore chez leurs parents, qui ne peuvent pas forcément avoir de PEA autrement parce qu'on l'a vu, c'est limité à 2 par foyer fiscaux, et on a tous les mêmes avantages, encore une fois, fiscaux que le PEA classique. Alors, il y a une dernière catégorie de PEA qui est un peu moins connue, encore une fois, c'est comme un PEA classique, c'est le PEA assurance. En fait, il permet de transformer vos investissements en une rente viagère. L'exonération fiscale est identique, mais vous pouvez aussi réduire le montant des prélèvements sociaux, les fameux 17,2% qu'on doit quand même payer sur le PEA. Vous pouvez réduire ces montants-là. Donc, l'abattement est en fonction de l'âge auquel vous demandez cette rente, comme une assurance vie en fait. Donc, vous supportez 70%, donc vous allez payer 70% des prélèvements sociaux si vous retirez vos sous, si vous avez moins de 50 ans quand vous retirez vos sous, vous allez payer 60% si vous avez entre 50 et 60 ans, vous allez payer 40% si vous avez entre 60 et 70 ans, et si vous avez plus de 70 ans, c'est plus que 30%, donc vous pouvez avoir jusqu'à 70% de réduction sur les prélèvements sociaux. Donc là, on est vraiment pour de l'investissement très long terme avec le PEA assurance, un peu comme une assurance vie où on cotise où on investit pour sa retraite, par exemple. Voilà pour le PEA. Donc le PEA qui est... alors, dans chaque pays, il y a un paquet fiscal comme ça. En France, on a le PEA. En Angleterre, ils ont les comptes ISA. En Allemagne, je ne sais pas comment ça fonctionne. En Suisse, je crois que ça dépend en fonction des cantons. Il y a certains cantons qui n'ont pas d'imposition sur le capital, d'autres oui. La Belgique, c'est un peu particulier aussi. Je crois qu'il n'y a pas d'imposition si ce n'est pas votre activité principale. Donc, chaque pays a ses particularités. Donc, renseignez-vous bien en fonction de là où vous habitez. Moi, comme je vous le disais, par exemple, je vis en Bulgarie. Alors, en Bulgarie, c'est très simple, que ce soit les revenus du capital ou les revenus, tout type de revenus, c'est 10%. Voilà, c'est ce qu'on appelle une flat tax, donc c'est assez facile à calculer.
tous les types de revenus multiples et variés, vous êtes imposé à 10%. Donc, c'est assez simple à retenir. Mais en fonction de chaque pays européen, vous avez une imposition différente. Voilà, aujourd'hui, comme Scoot en Bourse s'adresse plutôt à une audience, francophone, on fait plus la France aujourd'hui. S'il y a des Canadiens qui nous écoutent, ils ont probablement aussi peut-être des avantages. Je ne sais pas trop comment ça marche. En tout cas, voilà pour le PEA. Est-ce que vous avez des questions puisque ce webinaire est terminé? Alors, si vous avez des questions, vous pourrez les poser si vous regardez la rediffusion en commentaire de cette vidéo ou sur le forum Scoot en Bourse. N'oubliez pas d'aller sur le forum. Vous pouvez poser vos questions aussi sur le forum. J'encourage vraiment les gens à aller sur le forum aussi. Et on va arrêter l'enregistrement. On va passer aux questions-réponses avec les gens qui nous ont rejoints ce soir en live. Et ça, comme je vous le dis souvent, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et regarder les vidéos en rediffusé. Mais si vous êtes membre de Scoot en Bourse et que vous regardez les vidéos en live, l'un des avantages, c'est de pouvoir poser vos questions en live également. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et on attaque les questions-réponses. J'arrête l'enregistrement. À bientôt pour tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube.